Antoine? Antoine? Oh, il avait dit quoi hier déjà? Antoine, qu'est-ce qui se passe? Non, je viens de finir d'écrire la suite de Dr Stone. Le manga? Non, la suite de la science en Dr Stone. Et pourquoi t'es énervé? En fait, dans cette partie, il y a un perso que je déteste. Ça va, c'est qu'un perso. Ouais, plus que le perso, c'est littéralement tout ce qu'il représente que je déteste. Bon, faut que je me calme. Bah, tu vas où? Près de la réserve d'acétone. Bon, faut qu'on parle. Bonjour, aujourd'hui pas de temps à perdre, on va commencer la 3e saison de Dr Stone. Alors, hop, petit résumé très rapide. L'humanité a été pétrifiée pendant 3700 ans par un étrange rayon vert. Senku, le protagoniste de notre histoire, se réveille dans ce monde de pierre avec 2 objectifs en tête, dépétrifier l'humanité grâce à la formule de résurrection qu'il a mise au point et comprendre ce qu'il s'est passé. Il pourra compter sur de nombreux alliés pour l'aider dans cette mission, Taiju, Yuzuriya, Chrome, Kohaku ou encore Tsukasa, un gentil devenu méchant puis redevenu gentil. À la fin de la saison précédente, Tsukasa était gravement blessé. Senku décida alors de le geler en attendant de trouver la solution qui le guérira. Enfin, trouver la solution, pas vraiment. La solution, ils la connaissent déjà. Avant d'être pétrifiée, la petite sœur de Tsukasa était gravement malade. Impossible de la soigner. Puis, comme tous les humains sur Terre, elle fut pétrifiée par le rayon vert. En utilisant la formule de résurrection, Senku et Tsukasa ne l'ont pas seulement libérée de sa gangue de pierre, elle fut aussi complètement guérie de sa maladie. Aussi, plus tôt dans le manga, Senku avait eu les vertèbres du cou brisées par Tsukasa, mais avait été ensuite guéri quand ses amis lui avaient versé quelques gouttes de potion de résurrection dans la nuque, pile là où se trouvait un ancien bout de pierre qu'il avait quand il était pétrifié, et il avait guéri. La formule de résurrection porte vraiment bien son nom. En gros, là, l'objectif de Senku est simple. Pétrifier Tsukasa pour ensuite le dépétrifier et donc le soigner de ses blessures. Et dépétrifier, on sait bien le faire. Déjà, dans le premier épisode, Taiju et Senku avaient réussi à dépétrifier un oiseau. Donc oui, ça, on sait bien faire. Reste plus qu'à savoir comment faire la première étape, pétrifier. Senku propose alors à tous ses camarades de partir à la recherche de la source de la lumière verte, responsable de la pétrification. Oui. Et pour trouver la réponse, on va se rendre à l'autre bout du globe, à l'endroit d'où est venue cette lumière qui a pétrifié tout le monde. Tu fais quoi? Chut. Quoi? Pourquoi chute? J'essaie de les attirer. Mais t'essaies d'attirer qui? Les platistes. Ah, j'avoue, j'ai hâte de lire les commentaires. Bon, Senku et ses camarades décident donc de voyager à l'autre bout de la Terre. Et pour ça, ils vont avoir besoin de 2 choses, un bateau et un navigateur. C'était quoi ça? Bah je sais pas, j'ai rien fait. Ouh, j'ai un mauvais pressentiment. Pour construire le bateau, Senku va faire appel à l'expertise des villageois. Eux qui ont grandi en bord de mer et qui ont vécu des années de la pêche, sont de véritables experts en construction de bateaux. Magma, un villageois qui a plus l'habitude de penser avec ses poings qu'avec sa tête, propose un premier plan. Tu avais raison, Magma. Vous êtes vraiment un peuple de l'eau. Rien ne vaut l'expérience inestimable d'homme du terrain. Alors on peut se mettre à construire ce bateau. Tiens, ça me fait penser à un truc. Vous vous êtes jamais demandé comment est-ce qu'un bateau il faisait pour flotter? Je veux dire, comment est-ce qu'un objet de plusieurs milliers de tonnes peut flotter alors que moi, du haut de mes 80 kilos, Antoine, 85 kilos, le vrai poids maintenant? 95 petits kilos, je coule? Je veux dire, je pèse quand même 500 000 fois moins que le Titanic. Alors pourquoi lui il flotte? Et il flotte plus. Oui, pardon, pourquoi lui il flottait? En fait, c'est pas tant une question de masse, mais c'est plutôt une question de gravité et de volume. Bon, la gravité, tout le monde connaît. Tout est attiré vers le centre de la Terre, en général vers le bas. Et plus un objet est lourd, plus il sera attiré. Essayez de soulever un sac de ciment de 25 kg et vous verrez que la gravité qui s'exerce dessus est beaucoup plus forte que celle qui s'exerce sur une feuille de papier. Plus un objet est lourd, plus il sera attiré par la Terre. Et pour le Titanic, c'est exactement la même chose. Le Titanic pesait à peu près 53 000 tonnes. On pourrait se dire que vu sa masse, il va être attiré à mort par la Terre. Et qu'on soit bien d'accord, c'est le cas. Sauf que le Titanic, il n'était pas n'importe où. Il était sur l'eau. Et, comme tout ce qui existe sur Terre, l'eau aussi subit la gravité. La question qui va donc se poser est qui du Titanic ou de l'eau subira le plus la gravité? Ou, pour être un peu plus précis, on va plutôt se poser la question qui du Titanic ou de l'eau d'un même volume que le Titanic sera le plus attiré? Calculons. Le Titanic mesure 269 mètres de long par 28 de large et environ 55 de haut. Il a donc un volume total de 415 000 mètres cubes. La Terre va donc attirer les 53 000 tonnes du Titanic dans son volume de 415 000 mètres cubes. L'eau, elle, pèse environ 1 kg par litre. Ainsi, 415 000 m3 d'eau pèse 415 000 tonnes.
soit presque 8 fois plus que le Titanic. L'eau sera donc bien plus attirée par la Terre que le bateau. Ok, ça c'est la réponse mathématique. Mais ça explique toujours pas pourquoi, concrètement, le Titanic ne coule pas. Il est quand même constitué d'acier, et l'acier ça coule, non? L'acier oui, mais pas un bateau en acier. On a du mal à s'en rendre compte de prime abord, mais dans un bateau, l'élément le plus présent, c'est l'air. Il y en a partout. C'est en fait un très gros objet, très léger pour sa taille. Tenez, juste pour vous donner un ordre de comparaison, le liège pèse à peu près 200 kg par mètre cube. Un bateau de la taille du Titanic constitué uniquement de liège pèserait 83 000 tonnes, soit presque 2 fois plus que le Titanic lui-même. Bon, grâce au plan de Senku, le bateau est donc en construction. Ne reste plus qu'à trouver un capitaine. Quoi? Mais c'est quoi ce bazar? Ouh, je sais pas et je le sens vraiment pas cette affaire. Avec l'aide de Minami, une ancienne journaliste, Senku va rassembler quelques navigateurs, des hommes et des femmes de talent, tous parfaitement habilités à construire un navire. Le voilà, Ryosui. On dit que depuis qu'il est tout petit, il collectionne des bateaux en bouteille avec ses centaines de millions de yens d'argent de poche. Il en voulait toujours plus, alors un jour il se fit construire un vrai bateau. Depuis le collège, il parcourt les mers seul, avec comme unique but celui de se faire plaisir et de profiter de la vie. Le talent avant tout, c'est une évidence. Le choix était vite fait. Me voilà enfin ramené à la vie. Une fois de plus, je vais pouvoir régner sur le monde en roi. Les plombs ont sauté! Je m'en occupe. Mais alors c'était lui la cause de tout ce raffut? Ouais, j'en ai bien l'impression. Bon, je vous présente donc Ryusui, le personnage que j'apprécie probablement le moins de tout le manga. Un homme cupide, auto-centré, qui n'agit qu'en fonction de ses intérêts personnels, mais aussi un navigateur pétri de talent dont il ne tarda pas à faire étalage. La température a rapidement grimpé. Là, il fait 14 degrés. Ce qu'il dit est vrai. Il fait exactement 14 degrés. Le taux d'humidité présent dans l'air a augmenté de 90%. Le vent qui souffle dans notre direction vient du sud-sud-ouest. La masse d'air sibérienne est repoussée par l'anticyclone provenant du fleuve Yangtze. Le cumulonimbus s'approche à une vitesse de 60 km/h. Ça veut dire que la pluie printanière est en route. C'est ce qu'on appelle la Maelstrom. C'est incroyable, ses prévisions étaient exactes. Heureusement qu'il nous a prévenus. T'as vu, c'est l'Antoine du montage. Juste pour vous dire qu'à ce moment-là, dans le manga, Senku il parle de la fabrication d'un thermomètre maison. Dans l'animé, juste ils le montrent, mais ils en font pas mention. Mais le truc, c'est que la suite de mes explications pour la vidéo va dépendre de l'explication de ce thermomètre. Donc je vais faire une petite parenthèse où je vais expliquer le thermomètre. Allez, la suite. Et vu qu'il n'explique rien dans l'animé, je vais vous lire la case du scan. Comment faire un thermomètre? Commencez par placer du mercure dans du verre, trempez-le dans la glace et notez le 0 degré là où le niveau du liquide descend, puis dans de l'eau bouillante pour noter le 100 degrés. Et voilà. Vous pouvez aussi le faire avec une paille que vous mettrez dans une bouteille en plastique remplie d'alcool. Bon, encore une fois, d'un point de vue scientifique, rien à dire. L'alcool, comme tous les fluides, est sensible à la température. Plus sa température augmente, plus les molécules d'alcool s'agitent et plus le fluide prendra de la place. A l'inverse, quand la température baisse, les molécules s'agitent moins et le volume est plus petit. Maintenant, si on s'arrange pour que le liquide monte et descende dans un tube fin, l'effet sera plus spectaculaire. Ryusui et Senku discutent. Comment amener le bateau à l'autre bout du monde avec de simples voiles et des marins inexpérimentés? Il faudrait ajouter un autre moyen de locomotion à ce navire. Je suis persuadé que tu sais exactement ce que je veux. Senku. Est-ce que je me trompe? On va creuser et aller chercher le roi des combustibles. J'ai nommé le pétrole. Mais je pose une seule condition. Je demande l'intégralité des droits sur le pétrole que vous trouverez. Ah oui, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime pas du tout ce personnage de Ryusui. Et pour bien vous montrer mon niveau de détestation, je vous présente le Ryusui maître. Là, utiliser le pétrole pour contrôler le monde, on est déjà pas mal. Chrome, Kohaku et Ukiyo s'équipent et partent en direction de Shizuoka à la recherche du précieux matériau. Si ces 3 explorateurs trouvent du pétrole, je vous emmènerai à l'autre bout de la Terre grâce à mes talents de marin. Mais je pose une seule condition. Je demande l'intégralité des droits sur le pétrole que vous trouverez. Non mais t'es ignoble, tu ne penses qu'à faire du profit. Ne me dis pas que tu vas discuter, il y a des vies qui sont en jeu, je te rappelle. Si tu trouves que c'est trop cher payé, fais appel à quelqu'un d'autre. Une minute, même si on trouve le gisement, si Ryusui se l'approprie, quel type de combustible on utilisera pour atteindre notre destination? Vous allez tout simplement m'acheter le pétrole dont vous aurez besoin pour votre traversée. Bon, alors déjà,
Et puis en plus, vous trouvez pas qu'il donne beaucoup d'ordre pour quelqu'un qui vient d'arriver? Ça fait même pas 2 minutes qu'on en parle et il est déjà à 3 sur l'échelle de Ryusui, quoi que ça veuille dire. Mais en plus, pardon, hein, mais ça sert à quoi d'introduire la notion d'argent? Ils auraient pu continuer à fonctionner comme avant avec la foi de la science. Et oui, je suis bien au courant que rassembler autant de personnes uniquement avec le désir de comprendre et d'apprendre, c'est l'utopie d'un scientifique bisounours tel que moi. Mais quand même, le principe même qu'un bout de papier vaille autant qu'un ramen ou qu'un vêtement, ça me paraît toujours aberrant. Donc ouais, j'aime vraiment pas ce Ryusui. Eh ben, vivement que Senku découvre comment pétrifier. En explorant les alentours, nos 3 amis se heurtent à un autre problème. Le paysage a énormément changé en 3700 ans, bien plus que ce qu'ils avaient anticipé. De nouvelles cascades, du relief là où se trouvait précédemment une forêt. C'est comme si la route pour Shizuoka avait été complètement terraformée. Il a dû se passer vraiment quelque chose de terrible pour que tout ait autant changé. Un grand tremblement de terre ? Possible surtout au Japon, mais ça expliquerait pas vraiment les reliefs. La cause la plus probable de tout ce chamboulement est directement liée au sommet le plus connu du Japon, le symbole de la grandeur et de la beauté du pays, le mont Fuji. On a tendance à l'oublier, mais le mont Fuji est un volcan, en sommeil depuis à peu près 300 ans, certes, mais quand il se réveille, il chamboule tout sur son passage et cause des ravages énormissimes. Et là, il s'est passé 3700 ans durant le temps de la pétrification mondiale. On peut clairement envisager que le mont Fuji ait pu entrer en éruption quelques fois. Bref, le terrain étant impraticable, Senku propose une autre solution. Vous allez être surpris, une montgolfière, c'est super facile à réaliser. Une montgolfière, dans le design, c'est assez simple. C'est une petite nacelle, souvent en bois, en osier ou dans un matériau léger, reliée à un énorme ballon rempli d'air. Sous le ballon se trouve un dispositif permettant d'allumer un feu pour chauffer l'air dans le ballon. Et, comme on l'avait vu pour l'alcool et le thermomètre, quand on chauffe l'air, ces molécules vont s'agiter dans tous les sens. L'air chaud va donc prendre de plus en plus de place, ce qui va gonfler le ballon. Ok, ça nous dit pourquoi le ballon gonfle, mais pas pourquoi la montgolfière vole. J'y viens. Vu que l'air à l'intérieur du ballon est chaud, et que les molécules bougent dans tous les sens, il y a moins de molécules d'air dans le ballon qu'à l'extérieur. Si on fait la même comparaison que pour le bateau, pour un même volume, il y a plus de molécules à l'extérieur du ballon qu'à l'intérieur du ballon. Autrement dit, l'air à l'extérieur pèse plus lourd que l'air dans la montgolfière. Ainsi, pesant plus lourd, il subira plus fortement la gravité et se déplacera sous le ballon de la montgolfière. Donc finalement, c'est pas tant la montgolfière qui monte, mais c'est surtout l'air autour de la montgolfière qui descend en dessous. Après calcul, Senku détermine qu'un ballon de 7,8 mètres de rayon pourra porter 3 personnes sans souci. Grâce à leur montgolfière... Eh oh! Quoi? Tu vas vraiment t'arrêter là? Quoi tu parles? Tu dis que Senku a calculé, mais tu vérifies pas? Oh, flemme. En plus tu parles, ça va intéresser personne. Je suis sûr que plein de gens veulent savoir. Bon, voilà, faites pause si vous voulez le détail. En tout cas, c'est tout à fait juste, un ballon de 7,8 mètres de diamètre pourrait porter 3 êtres humains. Avec l'aide de Kaseki, le super artisan, et Yuzuria, la super couturière, Senku parvient à fabriquer une magnifique montgolfière. Grâce à leur montgolfière, Senku, Kohaku et Ryusui peuvent explorer les environs du village de manière beaucoup plus efficace. Ils identifient les différentes forêts, les animaux, les montagnes. Le paysage qui avait tant changé n'a plus de secret pour nos héros. Soudain, aux abords d'une falaise... Je vois ce qu'il nous faut là-bas. Regardez, il y a un champ immense d'herbes dorées. On va mettre la science au profit de nos besoins alimentaires. On va semer des tas de graines et nous occuper des plants pour qu'ils produisent beaucoup. À partir de maintenant, nos habitudes vont changer. Nous n'aurons plus besoin de compter sur la cueillette. Nous allons nous servir de nos têtes et de nos mains pour produire notre nourriture. Bon, l'agriculture, ça peut paraître pas grand-chose, tant elle est ancrée en nous depuis des milliers d'années. Mais, grâce à l'agriculture, les humains ont pu disposer de réserves de nourriture illimitées, et ce, quelle que soit la saison. Ils ont ainsi pu se sédentariser et se rassembler pour former des groupes plus forts face aux dangers de la nature. Ils ont pu commencer à communiquer, à évoluer et à créer les premières civilisations. L'agriculture a vraiment apporté à l'humanité autant que le feu, la roue ou la chaîne chimicale. Un véritable chamboulement. Abonnez-vous! Grâce à leur champ de blé, Senku et les autres villageois vont pouvoir commencer à cuisiner un aliment stockable et délicieux, le pain. Le premier pain du monde de pierre, cuit dans un four à bois en pierre. Bon, à partir de là et jusqu'au départ en bateau, il va plus se passer grand chose scénaristiquement. On va faire vite. Vous l'avez compris, le pain fabriqué par nos amis était particulièrement lamentable. Avec l'aide de la journaliste dont on avait parlé précédemment, ils décident de réveiller un véritable cuisinier, l'ancien majordome de Ryusui.
Il mélange eau et farine et laisse macérer quelques jours jusqu'à apparition de petites bulles, synonyme de présence de micro-organismes qui dégradent les sucres pour faire du dioxyde de carbone. Micro-organismes qu'on appelle aussi levain. Avec ce levain, il fabrique du pain délicieux. Ensuite, pour remercier la journaliste qui avait apporté son aide, il fabrique un appareil photo. Voici les produits qu'on va mélanger aujourd'hui. On a notre bon vieil hydroxyde de sodium, l'argent et l'ammoniac. Ensuite, on trempe ce morceau de verre dans le mélange douteux que l'on vient de faire. On saupoudre une pointe de sucre. Et voilà le travail. Quoi? C'est moi? On insère la plaque de verre dans la boîte que Kaseki a fabriquée, puis on referme le tout. Une fois la photo prise, on place la plaque dans un bain de vapeur sulfureuse que l'on extrait d'algues marines. Ça s'appelle un daguerréotype, soit l'appareil photo le plus vieux du monde. Attends. C'est si simple que ça? De quoi? Bah il suffit de mettre un miroir dans une boîte et de verser des liquides dessus pour pouvoir prendre des photos? Dans les grandes lignes, oui. D'abord, le miroir en argent. Senku dissout l'argent dans de la soude pour obtenir des ions argent qui réagissent en présence d'ammoniac pour donner des complexes instables d'argent et d'amine. Et enfin, à l'aide du glucose, il s'oxyde et donne du nitrate d'argent, un composé qui peut être effectivement utilisé pour fabriquer des miroirs. Comme d'habitude, c'est réaliste sur le papier, mais pour le rendement, on repassera. Puis, Senku place le miroir dans une boîte fabriquée sur mesure, y verse de l'eau salée qu'il vide ensuite, et l'appareil photo est prêt. Et ça, cette petite étape de rinçage, elle peut paraître superficielle, elle est pourtant cruciale. L'eau salée, du moins l'eau de mer utilisée par notre ami Senku, contient de l'iode qui, au contact de l'argent, donne de l'iodure d'argent, une molécule très réactive à la lumière. La boîte de l'appareil photo doit donc être parfaitement hermétique. Ensuite, en plaçant un modèle devant l'appareil et en ouvrant l'objectif, le modèle va renvoyer plus ou moins la lumière en fonction des couleurs qu'il porte. Ces différentes nuances de lumière percutent le miroir d'iodure d'argent avec plus ou moins d'intensité et transforment localement l'iodure d'argent en iode et argent. Puis, en y faisant passer des vapeurs de mercure, des amalgames de mercure, d'iode et d'argent se forment et seront fixés par un lavage au thiosulfate de sodium qui élimine les restes d'iodure d'argent et permet de stabiliser l'image. Bon, déjà, entre les solutions de soude, les vapeurs d'iode, de mercure et sans oublier le thiosulfate qui peut facilement se transformer en oxyde de soufre, heureusement qu'on est passé au tout numérique. Et puis surtout, pardon de me répéter, mais c'est encore une fois un véritable coup de maître de la part de l'auteur du manga. Si on met de côté les rendements et les durées de réaction, il a encore tout bon. Grâce à ce nouvel exploit scientifique, Senku parvient à photographier les alentours du village. Les photos sont ensuite analysées précisément pour essayer de trouver le fameux pétrole. Les joyaux noirs, je les ai trouvés. Oh, des joyaux noirs qui suintent hors du sol. Le gisement de pétrole de Sagara. En effet, c'est bien ici. Ce sont les mystérieuses flaques noires que j'ai vues dans les photos aériennes. Grâce à ce nouveau carburant... Antoine? Oui? Au fait, comment ça marche? Comment ça marche quoi? Bah c'est quoi du pétrole? Comment on fait pour l'extraire? Tout ça. Ah! Bon. Tous les êtres vivants sont composés de molécules organiques, des molécules majoritairement constituées d'atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène. Après leur mort, les bactéries et autres micro-organismes vont décomposer ces molécules en utilisant notamment l'oxygène et l'azote et en rejetant du carbone et de l'hydrogène. Il se forme alors de longues molécules hydrocarbonées qui, à force de pluie, de mouvements tectoniques, de composition du sol, vont pénétrer dans la Terre et se regrouper au même endroit. On est bien d'accord que là je vous ai tout schématisé en quelques secondes, mais pour que tout puisse se faire, il faut des millions d'années. C'est hyper lent. Ensuite, pour y accéder, les humains creusent un long trou dans le sol dans lequel on va faire passer un tube en acier troué. Et là, 2 étapes vont permettre de récupérer le fameux or noir. Dans la première, le trou creusé va en fait créer une petite dépression localement, un endroit où la pression est moindre dans la terre. Ainsi, l'eau aux alentours va s'écouler vers ce trou en poussant les nappes de pétrole qui se trouvent autour. Aussi, du fait de ce mouvement rapide du pétrole, des gaz initialement dissous vont sortir et créer des poches de surpression autour du puits. Ces 2 phénomènes vont finalement pousser le pétrole qui passera par les trous du tube et montera à l'intérieur avant de surgir du puits. Ensuite, deuxième étape, quand la pression a baissé. On va injecter de l'eau ou des gaz pour continuer à exercer la pression et pouvoir faire remonter le pétrole. Bon, et vous vous en doutez, aujourd'hui il existe plein de moyens pour pouvoir extraire le pétrole, mais en gros ça fonctionne toujours de la même manière. On plonge une paille dans la terre et on appuie sur la terre pour faire sortir le pétrole par la paille. Grâce au pétrole nouvellement obtenu, nos héros fabriquent leur premier bateau à moteur. Bon, c'est bien beau, mais comment s'orienter? L'océan est vaste et on ne peut pas se servir des arbres de la topologie pour savoir où se diriger. Ils ont bien un sextant, me diriez-vous, mais bon... On a notre sextant! Attends, je croyais que t'avais dit qu'il était bon à acheter. Ouais, toutes nos vies seront en jeu, alors on n'aura pas droit à l'erreur.
On va fabriquer un GPS. Un GPS à l'âge de pierre? On est bien d'accord qu'en 3700 ans, les satellites ne sont plus du tout fonctionnels. Comment ils vont faire? Clairement, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la place d'un satellite, on va utiliser une tour émetteur à grande capacité pour nous guider dans notre navigation. Et ça, c'est une super bonne idée. L'océan, c'est vaste, mais c'est relativement plat. Les ondes d'un phare assez haut pourront tout à fait se transmettre jusqu'au bateau, si tant est qu'il n'y ait pas trop de hautes vagues, que l'antenne de réception soit bien orientée, ou que le bateau ne soit pas trop loin derrière la courbure de la Terre. Antoine, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Mais t'attends quoi? Bah, que les petits c'est fini d'écrire leurs commentaires. Ah, j'avoue. C'est bon, on peut reprendre? Ukyo oriente l'antenne jusqu'à capter le signal venu de la terre ferme. Pourquoi il y a un signal puissant qui arrive d'ailleurs tout à coup? C'est pas un phénomène naturel. C'est intentionnel. Attendez une petite minute. Ça ressemblerait pas à du morse? C'est un W, je crois. Ensuite un H. W-H-Y. Non mais vous imaginez l'horreur? Vous croyez être les seuls êtres humains sur Terre? Vous communiquez tranquillou avec vos copains restés à Terre et vous entendez ça? Non mais je crois que je meurs d'une crise cardiaque instantanément. Bon, heureusement je ne suis pas Senku. Tout ça, c'est follement excitant. S'ensuit une réunion stratégique. Quel comportement adopter face à ce nouvel événement de taille? Ennemi dangereux? Allié potentiel? Qu'une seule chose à faire, aller dans la direction du signal pour identifier l'émetteur du signal radio. Et pour ça, Senku va proposer une idée totalement inédite dans le manga. Il va utiliser la science. Ah, tu parles d'un inédit? Il commence par extraire une roche réduite en poudre dans de l'eau et laisser la poudre se coller dans le fond de l'Erlen. Il scelle ensuite le tube en prenant grand soin de faire le vide à l'intérieur et le branche à un fil électrique. Puis il relie à leur dispositif deux plaques de quartz qui vont vibrer à l'unisson et guider le faisceau de l'ampoule pour lui faire tracer une ligne droite. Enfin, en connectant l'antenne à l'ampoule, ils obtiennent un signal précis. C'est la naissance du radar. Bon, comme d'habitude, on va essayer de tout comprendre. Mais je préfère vous le dire ou vous le redire si vous le savez déjà, moi à la base je suis chimiste. De la physique j'en ai fait, j'arrive bien à comprendre 2-3 trucs, mais là un radar, c'est la limite de ma compréhension. Bref, s'il vous plaît, amis physiciens et physiciennes, soyez indulgents et bienveillants dans vos commentaires. Commençons par la chimie et la géologie. La roche que Senku et ses amis réduisent en poudre est la spharélite, un minerai de sulfure de zinc bien connu par les fabricants de tubes cathodiques pour ses propriétés de fluorescence. Une fois dispersé dans l'eau, le sulfure de zinc se dissout très lentement et reprécipite aussi lentement dans le fond de l'Erlen. Il va ainsi former des petits cristaux absorbés sur la paroi du verre. L'Erlen est scellé et vidé de son air et un fil électrique y est branché. Lorsqu'on fait passer le courant dans le vide, les électrons vont sortir du fil et percuter la surface du verre recouvert de sulfure de zinc. Celui-ci va alors fluorescer à l'endroit précis où les électrons ont tapé. Bon, jusque là, moi ça me semble plutôt ok. Mais encore une fois, je ne suis pas physicien des particules. Puis, on va se servir des propriétés piézoélectriques du quartz. En y faisant circuler un courant électrique constant, le quartz vibre de manière très régulière. Ainsi, en le raccordant au fil électrique du dispositif, on va pouvoir faire vibrer le faisceau d'électrons, ce qui va donner une ligne droite. Bon, là pour tout vous dire, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai quand même compris que quand un point vibre, ça fait une ligne. J'ai pas compris si les plaques de quartz étaient reliées à la base du fil, ce qui va le faire vibrer et orienter les électrons qui vont en sortir, un peu comme un tuyau d'arrosage qui bouge dans tous les sens, ou si les plaques de quartz étaient en sortie du fil et que c'était les électrons qui, en tapant sur les parois des plaques, allaient faire une sorte de ping-pong électronique et l'image qui en ressort est un résidu de cette vibration des électrons. Des explications en commentaire seraient les bienvenues. Enfin, Senku relie l'antenne à son dispositif. L'antenne capte les signaux sonores, transforme les vibrations en signal électrique de la même manière que le quartz, puis ce signal électrique entendu par l'antenne atteint le fil électrique qui va émettre les électrons de manière ultra précise, et ainsi dessiner une image plus ou moins grande en fonction de l'intensité du signal. Bon là, le tube cathodique, parce que c'est son petit nom, c'est vraiment au-delà de la limite de ma compréhension. Mon explication doit certainement contenir plein d'approximations, mais bon, le principal c'est que vous ayez compris dans les grandes lignes. Perso, j'ai rien compris. Bon, en gros, l'antenne capte un signal sonore qu'elle transforme en courant électrique spécifique au signal sonore. Ce courant spécial ressort par un fil qui projette les électrons dans un rythme et une intensité bien précis sur une paroi fluorescente. Apparaît alors un signal visuel directement relié au signal sonore capté par l'antenne. Sonar et radar acquis. Bon, maintenant qu'ils ont de quoi s'orienter, reste plus qu'à finir le bateau. On va faire vite. Là aussi? Comment ça là aussi? Bah t'as dit tout à l'heure que t'allais faire vite et t'as mis 10 heures à nous expliquer 2 trucs. Oui, mais là je vais aller vraiment plus vite. Promis? Promis.
Grâce au radar, Chrome fabrique un détecteur de métaux en y accrochant un électroaimant. L'électroaimant va réagir aux abords de métaux magnétiques, comme le fer, et produire un courant électrique spécifique qui impactera le signal sur le radar. Avec une telle quantité de fer, les scientifiques du village pourront construire de plus grands et puissants moteurs à combustion. Ils utilisent aussi les résidus de pétrole chauffé pour couler les routes en bitume et pouvoir transporter des centaines de kilos de fer récoltés. Enfin, pour dessiner des plans sur mesure, Senku et ses amis utilisent un pantographe qui agrandit leurs dessins. Si ça se trouve, les géoglyphes de Nazca ont aussi été dessinés de cette façon. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'attends que les complotistes de tout à l'heure aient fini d'écrire leurs commentaires sur les géoglyphes de Nazca. Antoine, ne mets pas tous les complotistes dans le même panier. Ouais, t'as raison. Amis complotistes, pardon. Mais du coup, on sait comment ils les ont fait, ces dessins gigantesques? Bah, on a des pistes. Des pieux répartis régulièrement autour d'un gigantesque rectangle de 800 mètres par 100 laisseraient à penser que les Péruviens de cette époque auraient utilisé des méthodes de carroyage. En plantant des pieux de manière régulière, ils peuvent départager la grande surface en plein de petites surfaces. Et en se rapportant à un dessin à l'échelle sur lequel sont aussi délimitées des petites zones, ils peuvent savoir quel trait dessiner dans quelle zone. Donc c'est un peu le même principe que le pantographe, mais c'est pas vraiment ça non plus. Après, quant au but réel de ces dessins, représentation d'animaux chamaniques, dessins de constellations ou messages à destination d'extraterrestres, mystère. Tu vas pas avoir de problème avec Yann de 12 parsec? Non, enfin j'espère pas. Bon, attention, attention, pour la première fois de tout le manga, Senku va dire une chose incroyable. Et maintenant, on a besoin de quoi? Juste du temps. Oui, putain, mais bien sûr, enfin! Et ça t'a pas suffi de citer 12 parsec, faut maintenant que tu voles la réplique de y penser? Oui, et ça me fait pas peur. C'est grâce à des gens comme ça que j'ai osé me mettre dans la vulgarisation. Donc c'est finalement plus un hommage que du plagiat. Un hommage? Mais ils sont pas morts. Pas encore. Pas encore. Bon, comme l'a très bien dit Senku, patientons. L'hiver est là et les villageois vont prendre le temps de construire le bateau et les moteurs. Donc pour attendre, c'est parti pour les activités d'hiver. Des activités scientifiques bien sûr. Il n'a pas menti, on est vraiment en train de profiter des sports d'hiver. On a plein de carbone, alors on peut fabriquer autant de skis et de snowboard qu'on veut. Et oui, les planches de ski et de snow sont aujourd'hui faites à partir de fibres de carbone, un matériau résistant et léger. L'astuce, c'est de mettre des feuilles de laurier dans de l'ozone qu'on avait déjà, et c'est comme ça qu'on obtient ce qui se rapproche le plus d'extrait de vanille. Et il s'avère que les petits pois rouges réduits en poudre dégagent une odeur très similaire au cacao. On leur donne un peu d'amertume avec des noix, on ajoute un peu d'extrait de vanille, et voilà, un ersatz de chocolat. C'est du chocolat! Et il a raison le bougre. Les feuilles de laurier contiennent de l'iso-eugénol qui, une fois ozonolisé, peut donner la vanilline. Bon, on passe encore une fois sur les rendements et les moyens mis en place pour faire l'expérience parce que dans la vraie vie, l'ozonolyse ça se passe dans ce genre de machine sous pression, mais soit, c'est ok sur le papier. Bref, après plusieurs mois de dur labeur, ça y est. Je suis tellement content. On a dû tous se mobiliser pour y arriver et on en a bien bavé, mais il est fin prêt. On peut dire que c'est de loin le plus gros projet et surtout le plus bel ouvrage que j'ai réalisé de toute ma vie d'artisan. C'est mon plus grand chef-d'œuvre, c'est certain. Le bateau et le radar sont finis. Maintenant, direction l'homme qui disait pourquoi, et surtout la réponse à la question du manga, quelle technologie a été capable de pétrifier l'entièreté de la planète? Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Bon, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci à vous d'avoir permis à cette chaîne de se développer autant. Il y a eu un véritable avant et après la science de Dr Stone au niveau du nombre de nos abonnés. Alors vraiment, merci d'avoir pris le temps de vous abonner à notre chaîne. Bon, sur ce, je vais Antoine, Quoi? tu vas parler de quoi à la prochaine vidéo? Bah, a priori, une autre origine des éléments. Non, la prochaine longue vidéo. Ah, alors je pense que ça va être l'histoire d'un chimiste. Non, mais la prochaine vidéo sur un manga. Ah, Faut tout expliquer. j'ai 3 propositions. Est-ce que vous préférez la suite de Dr Stone, la suite des carnets de l'apothicaire, ou un autre manga? Et ne vous inquiétez pas, j'en ai un bien cool en tête. Bon, cette fois c'est vraiment la fin, alors merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et si elle vous a vraiment plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine. Au fait, c'est quoi le manga que t'as en tête? Bah, c'est un manga où les héros sont 2 frères qui vivent dans un monde similaire au nôtre mais où il y a de la magie et qui ont tout perdu en voulant ressusciter leur mère.